programme d'Art News, aujourd'hui, on part à la découverte d'un peintre, grand frère d'une star mondiale, que l'histoire de l'art a bien failli oublier. Puis on embarquera pour un tour du monde de la planète culture. Tradition, modernité, savoir-faire, on vous ouvre les portes du studio de design Imer et Malta. Et l'art se digitalise, se numérise, se pixelise, c'est la Minute Web. Pollock, ce nom vous dit sûrement quelque chose, et pour cause. Il est l'un des peintres les plus connus du siècle dernier, mais aujourd'hui, on ne va pas vous parler de la star internationale, mais de son grand frère, Charles, dont le travail sera retrouvé à la galerie ETC à Paris dès la fin du confinement. Dans la famille Pollock, l'histoire de l'art a retenu Jackson, figure de l'expressionnisme américain. Il utilise la technique du dripping et fait gicler la peinture sur la toile. Mais la fratrie connaît un autre artiste, Charles, de 10 ans son aîné, grand oublié du monde de l'art. Francesca Pollock, donc sa fille, a l'habitude de me dire qu'il est peut-être arrivé un petit peu trop tôt. La première œuvre qu'on a, c'est 1917. Et la dernière œuvre qu'on a, c'est 1983. Donc c'est presque un siècle américain de peinture. Je pense que le travail est là et c'est peut-être ce qu'il faut retenir plus que le nom Pollock. Avec près de 1000 peintures et dessins à son actif, l'œuvre de Charles Pollock est dense. Il se tourne vers l'abstraction en 1945, après 20 ans d'art figuratif, d'abord avec la calligraphie, puis avec des aplats de couleurs. Nous sommes dans les années 60 et Charles Pollock s'inscrit dans le mouvement du color field. C'est un univers très poétique. C'est un artiste qui est qui est très subtil dans le signifié, qui est vraiment quelqu'un qui va donner des émotions. Une œuvre large, vibrante, pour un grand coloriste. Alors comment expliquer son éviction de l'histoire de l'art? Selon sa fille, Charles n'a pas été oublié. Il n'a tout simplement pas été montré. La vérité, c'est que mon père aimait pas beaucoup la lumière. Jackson aspirait à la lumière. Le goût de l'ombre de mon père lui a joué un peu des tours. On fait le chemin inverse, c'est-à-dire de préparer les œuvres et de les mettre à la lumière. Un travail qui dure depuis plus de 20 ans déjà et qui commence enfin à porter ses fruits. Une semaine après le reconfinement, le monde de l'art vit toujours au rythme de l'épidémie, mais la planète culture ne s'est pas arrêtée de tourner pour autant. Regardez. Un océan de drapeaux blancs. Chacun d'entre eux représente une victime du coronavirus aux États-Unis. Suzanne Brennan-Furstenberg, l'artiste à l'origine du projet, voulait un mémorial qui permette de visualiser le nombre de morts causés par le Covid-19 dans son pays, plus de 230 000. L'installation a été présentée jusqu'à aujourd'hui à Washington DC. Maintenir les représentations théâtrales coûte que coûte et en toute sécurité, quitte à mettre les spectateurs dans des boîtes en plastique. C'est l'idée du théâtre Arthur Azevedo à Sao Paulo. La pièce s'est tenue en plein air sur le parking de l'établissement sans que les comédiens ne se touchent. Les théâtres sont autorisés à rouvrir dans la ville depuis le mois dernier, mais les institutions préfèrent prendre toutes leurs précautions. Dans la mythologie grecque, Méduse est violée par Poséidon avant d'être décapitée par Persée. Dans la version de l'artiste Luciano Garbati, c'est Méduse qui tient la tête de Persée. Cette œuvre a été installée dans un lieu symbolique face à la cour de justice américaine où s'est tenu le procès d'Harvey Weinstein, une façon pour l'artiste d'affirmer que les victimes de viol ne sont jamais coupables. Annoncé comme le plus important paysage de David Hockney jamais mis aux enchères, le tableau Nichols Canyon a été estimé 35 millions de dollars. Après Londres, il va être exposé à Hong Kong puis à New York où il sera vendu le 7 décembre prochain lors de la soirée de vente d'art contemporain de Philips. 3 volumes, 822 pages. L'éditeur Calaoé vous promet une expérience inédite. Admirez les détails de la chapelle Sixtine à travers des photos en taille réelle. Pour réaliser cette prouesse, une équipe de photographes a travaillé 67 nuits à immortaliser le chef-d'œuvre de Michel-Ange. Le coffret de 11 kg, limité à 1999 exemplaires, a été mis en vente cette semaine pour la modique somme de 22 000 $.
Maintenant, partons à la découverte d'un studio de design et de sa créatrice, une véritable success story à la française qui a su, en à peine 10 ans, conquérir le cœur des musées à travers le monde. Plongeons dans l'univers d'Imer et Malta. Derrière cette façade plutôt discrète, se cache un véritable paradis du design, un lieu hybride à la fois studio, atelier et maison familiale. Vivre au quotidien avec ses créations pour mieux les éprouver, c'est le choix qu'a fait la fondatrice d'Imer et Malta, Valérie Maltaverne. De vivre dans les prototypes me permet de voir comment ça vieillit et comment faire dans la vie de tous les jours pour éviter voilà, tout problème. Comme je vis avec, je sais exactement quoi répondre aux clients s'ils se retrouvent avec un problème, effectivement, de bougies, de vin. Voilà, il suffit de passer une éponge humide et la bougie, de prendre un fer à repasser avec un papier de soie et avec un fer très peu chaud, de passer sur la bougie. Cuir, marbre, bois. Depuis 10 ans, Imer et Malta se concentrent sur les savoir-faire anciens et les matériaux d'exception. De la loupe d'orme qui est, je trouve, un bois absolument exceptionnel. Chaque collection est le fruit d'un travail entre Imer et Malta, des designers et des artisans. Elles sont pensées pour des particuliers, des marques, mais aussi des institutions. Récemment, c'est la Cité internationale de la tapisserie d'Aubusson qui a fait appel au service de Valérie. L'ambition était de taille, révolutionner une technique vieille de 600 ans. Il y a toujours eu des tapis, il y a toujours eu des fauteuils, des chaises, mais on n'a jamais vu, par exemple, de la tapisserie d'Aubusson sur une console. Et en fait, ce qu'il y avait d'innovant et la raison pour laquelle j'ai fait cette collaboration avec la Cité de la tapisserie, c'est qu'ils comptaient sur moi pour emmener les savoir-faire là où ils ne sont pas habitués à aller. Pour développer cette collection destinée aux chalets de montagne, 5 ans de travail ont été nécessaires. On rentre dans un champ de neige, le point d'Aubusson, les points de savonnerie, on a inventé des points, on a été fait une grosse recherche de laine, on a teint, là, quand la tapisserie doit ressembler à de l'eau très froide. Voilà. Et après, il y a un gros travail aussi de savoir-faire sur la pièce de mobilier. Il n'y a pas que la tapisserie qui est innovante, mais aussi sur les pièces de mobilier. Fruit d'une exigence hors norme, plus d'une centaine d'échantillons ont été réalisés pour obtenir le résultat escompté. Là, par exemple, voilà, on a fait des échantillons, on se rend compte que les couleurs choisies faisaient un peu sale. Le point de savonnerie, je trouvais qu'il faisait trop moquette. Après 20 ans dans le cinéma, rien ne pouvait laisser présager à Valérie une carrière dans le design, à part peut-être son intarissable créativité. Je travaille vraiment avec les designers comme un réalisateur peut travailler avec ses acteurs. À moi de les faire bien jouer jusqu'à ce que voilà, quand la scène est bien jouée, on dit couper, et la scène rentre. Et je travaille vraiment avec eux de cette manière-là. De temps en temps, on jette peut-être 6 mois de travail de dessin parce qu'on s'est rendu compte que voilà, on n'allait pas faire quelque chose qui me faisait vibrer. En fait, j'attends vraiment d'être passionnée par le dessin. Et il y a ce même travail derrière avec l'artisan. Sur les 80 pièces développées par le studio ces 10 dernières années, 25 ont été achetées par des institutions et 60 montrées lors d'expositions. C'est le cas de ce banc, Fallen Tree, réalisé en collaboration avec Benjamin Grindorge, présenté dans l'exposition Luxe au Musée des Arts Décoratifs. Ce qui fait aussi l'objet de luxe, c'est l'objet qui est merveilleux par lui-même, dont on sent évidemment qu'il est le fruit d'une très grande élaboration technique, intellectuelle, artistique, mais qu'en même temps on ne sente pas l'effort que ça représente, parce qu'un objet de luxe n'est pas là pour faire sentir l'effort qu'il a coûté, nous même l'argent qu'il a coûté. Ça nous semblait très important avec Olivier Gabet d'avoir ce banc qui va montrer ce luxe de la nature qui est en train de disparaître, parce qu'on a depuis des siècles et des millénaires emprunté à la nature pour fabriquer des objets. Et je trouve que cette pièce en cela est très criante de vérité. Voir une de ces pièces exposée dans un musée, une grande satisfaction pour Valérie Maltaverne. Je suis heureuse de ça, de savoir que mon travail est reconnu par tous ces gens qui ont une grande culture dans le domaine culturel et des arts décoratifs. C'est une grande joie, bien évidemment. Imer et Malta, une success story à la française, dont le nom ne demande aujourd'hui qu'à être connu du grand public.
Et pour finir, comme d'habitude en fin d'émission, on vous propose 1 minute 30 de détente. Alors installez-vous confortablement dans votre canapé, c'est la Minute Web. On va jouer à un jeu mis en place par un internaute. Fixez la spirale pendant une quinzaine de secondes. Je sais, ce n'est pas très agréable. Maintenant, regardez la nuit étoilée de Vincent van Gogh, le tableau bouge. Une illusion qui prend une saveur particulière quand on sait que l'artiste a réalisé cette toile dans une période difficile de sa vie, depuis un hôpital psychiatrique à côté de Saint-Rémy de Provence. La taxidermie, on aime ou on n'aime pas, mais une chose est sûre, comme dans tous les domaines, mieux vaut s'adresser à des professionnels. Parce que quand ce n'est pas le cas, eh bien ça se voit, et on ne sait plus trop si on doit rire ou pleurer. Laika est un studio américain spécialisé dans l'animation en volume. Sur son compte TikTok, il dévoile les coulisses de création de leurs figurines, mais aussi les tournages, l'occasion de réaliser l'immense travail que ces films d'animation nécessitent, bluffant. Prenez un graphiste, un gourmand, un amoureux des chiens, secouez et vous obtenez Dogs in Food. Alors, saurez-vous retrouver les chiens cachés dans ces photographies ?